aujourd'hui, il y a Pierre qui est avec nous. Nous, c'est attendez. Hop. Nous, c'est Renaud et Annabelle qui allons co-animer le webinaire. Et pour certains qui sont déjà habitués ou qui reviennent, ce qu'on vous propose, le temps que tout le monde arrive, que les cafés coulent et les cuillères arrêtent de tourner le sucre, vous pouvez, si vous voulez, dans le chat, on peut faire un petit tour de table. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes connectés? De quoi est-ce que vous avez envie de parler dans ce webinaire? Ou qu'est-ce que vous avez envie de savoir ou d'apprendre? Par où veux-tu qu'on commence? Et par ce qui te plaît le plus. Oui, mais je voulais dire dans les participants, est-ce que tu proposes un ordre Non, je propose d'intervention? de faire dans le chat, comme ça, le premier qui écrit. Alors par contre, écrivez tout d'un coup, parce que si on voit que tu es Xantia au début et qu'on sait ce que tu fais, une fois que, je ne sais pas, Antoine et Jean-Philippe nous ont dit ce qu'ils font, c'est un peu compliqué. Et du coup, faites un petit paragraphe chacun et puis on verra bien. C'est pas la course, mais chacun après l'autre. Comme ça, on pourra faire un petit tour de table. Bonjour à tous. On m'entend? On entend... Bonjour. Oui, on t'entend bien. Bien, merci. On entend doucement. Alors pour ceux qui sont en cours de connexion, l'idée c'est d'avoir dans le chat de pouvoir savoir qui vous êtes, quels sont vos métiers, ce que vous êtes venu chercher à travers ce webinaire. Peut-être si vous avez déjà des questions ou des intérêts tout particuliers, vous pouvez en parler et on intégrera dans notre présentation les réponses. Et sinon, bien évidemment, après la présentation de Pierre, on prendra du temps pour discuter ensemble. Je laisse 2-3 minutes encore et on va démarrer. Ah ah! Première réponse arrive. Audrey, si tu veux te présenter pendant que les autres finissent d'écrire, je te passe le micro. Ça marche. Eh ben, bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Audrey, comme écrit dans mon message, Audrey Dacier. Et en fait, moi, ça dépend, je suis coach agile ou product owner chez des clients. Aujourd'hui, je suis plutôt product owner expérimenté et je fais quelques missions de coaching agile. Et là, ce qui m'intéresse, non, mais ce que je fais aujourd'hui plutôt, c'est que je suis en train de cadrer, de mettre en place et bientôt, l'idée, ce sera bien sûr de le lancer, le design système en fait d'un client. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser toute démarche de design thinking et puis peut-être aussi apprendre à... J'ai déjà travaillé avec des UX et des UI, mais toujours plus apprendre en fait à travailler ensemble parce que je pense que clairement, il faut qu'on travaille ensemble parce que c'est hyper complémentaire et c'est la clé du succès, voilà, pour les clients. Cool, merci Audrey. Jean-Philippe, tu veux nous raconter? Oui, volontiers. Bonjour Jean-Philippe. Donc moi, je fais partie d'un écosystème qui s'appelle le Playground.
On trouve à la fois des designers et des consultants dans cet écosystème. On intervient auprès d'organisations publiques et privées, des entreprises, des territoires, pour mobiliser un ensemble de parties prenantes et faire en sorte que ces organisations aient un impact davantage positif sur l'environnement, l'humain, la société. On travaille sur différents thèmes, l'énergie, la mobilité, en fonction des agendas de chacun. Et effectivement, le design systémique est un levier qu'on utilise très régulièrement. Il y a d'autres approches aussi. Et je suis là pour apprendre en fait sur ce combo designer et consultant. Et je vous remercie beaucoup. Chouette. Ah, n'hésite pas à poser des questions tout à l'heure aussi. Avec plaisir. Xantia. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Moi, j'ai créé récemment une structure qui s'appelle Trame Urbaine. Je travaille beaucoup pour notamment les bailleurs sociaux dans le cadre de projets en rue, donc de renouvellement urbain. Et mon rôle est plutôt dans l'approche avec les habitants. Donc c'est plutôt du très social à plusieurs échelles, sous plusieurs registres. Et la question de l'économie circulaire m'intéresse beaucoup dans le cadre des réhabilitations. Après, l'approche à partir du design, c'est un peu nouveau. Marier les deux, qui est, me semble-t-il, l'objet de cette réunion, m'intéressait beaucoup. Voilà. Je suis sûre que ça va être intéressant de vous écouter. Chouette, bienvenue. Merci. Et Caroline, après je pense que les autres sont timides et on va démarrer, mais Caroline, si tu veux nous raconter. Ah, Didier aussi s'est lancé. Ah ça y est, tout arrive. Caroline, qui es-tu? Moi je le sais, mais... Oui, bonjour à tous et à toutes. Eh bien, ravie d'être parmi vous. Moi, je suis facilitatrice de projets en intelligence collective. Et c'est vrai que dans tous ces projets où on a des parcours différents, des personnes qui ont des visions différentes, eh bien déjà, on se rend compte en tant que facilitateur qu'il y a beaucoup de points communs à trouver entre ces personnes. Donc là, justement, entre consultants et designers, je suis intéressée pour mieux comprendre comment on peut plus travailler ensemble. Ce serait quand même génial. Donc, à l'affût de tous les trucs et astuces du collectif des territoires et de tous les interlocuteurs. Un grand merci. Ouais, merci Caroline. Didier, Anne et Maxime, merci d'avoir joué le jeu du tour de table dans le chat. On a bien lu et on intégrera, mais du coup, je pense que vu l'heure qui passe, on va démarrer. Et nous aussi, on va répondre à ce tour de table. Donc moi, je suis Annabelle. J'ai cofondé le collectif créatif des territoires avec Nicolas, qui est en train d'arriver, et Léna, qui n'est pas là aujourd'hui. Et je suis designer de formation, design produit et archi d'intérieur, et architecte de bâtiments, pas de digital. Et voilà, depuis 5 ans, je travaille principalement sur les sujets en lien avec le territoire. Et Renaud a rejoint le collectif l'année dernière et je passe la balle. Bonjour tout le monde. Alors, je suis Renaud Ponche, je suis aussi membre donc, du collectif créatif des territoires et je suis indépendant en design de services, plutôt spécialisé en innovation publique, sociale et territoriale. Sous la couverture soit du collectif, soit de mon agence qui s'appelle Design et Territoire. Et je passe la balle à Pierre. Parfait, merci Annabelle, merci Renaud et bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Pierre Georgin, je suis responsable du pôle secteur public chez Circulaire. Donc Circulaire en quelques mots, on est donc une structure spécialisée dans l'économie circulaire. Initialement, on était le premier réseau des porteurs de solutions en économie circulaire en France. Donc les deux fondateurs, Jules et Raphaël, avaient commencé par faire un tour du monde sur cette thématique en 2015-2016. Donc ça leur a permis de se rendre compte un petit peu de la réalité des entrepreneurs, des associations, etc., qui interviennent sur l'économie circulaire dans différents pays, une vingtaine de pays à travers le monde. Et après, quand ils sont rentrés en France, ils ont étoffé ce réseau
en France en allant à la rencontre des entrepreneurs, des porteurs de solutions un peu partout en France sur ces thématiques d'économie circulaire. Et leur objectif, ça a été ils ont cherché un peu leur modèle. Ils ont compris qu'il y avait un vrai besoin de connecter ces porteurs de solutions avec des organisations, initialement plutôt des organisations privées. Ça, c'était leur ADN à Jules et Raphaël. Donc, ils sont allés toquer à la porte des grands groupes, des directions RSE, des directions innovation, jusqu'au COMEX de certaines grandes entreprises. Et ils ont vraiment vu que ces entreprises, elles sont évidemment en recherche d'innovation, de faire évoluer leur modèle, de produire différemment, de proposer des expériences de consommation différentes. Elles sentent une pression à la fois réglementaire sur les thématiques environnementales, évidemment, et également des consommateurs qui sont en recherche de produits éco-responsables, etc. Et ils recherchent un peu la quadrature du cercle de maintenir leur part de marché, innover davantage et tout en respectant des nouvelles normes environnementales et sociales. Et donc, on est là pour leur apporter des solutions. Donc, aujourd'hui, on a 3 grosses activités. Une activité de formation et de facilitation d'ateliers. On a une activité où on fédère notre écosystème au travers notamment d'un club. Et puis, on a une activité de conseil où là, on accompagne concrètement les organisations à faire évoluer leur modèle, les aider dans leur stratégie ou dans la mise en place de projets plus opérationnels. Donc, on n'est pas une boîte de conseil. Là, le webinaire, c'était designer et consultant. Donc oui, clairement, on est consultant. Après, on n'est pas une boîte de conseil classique, conseil en stratégie. On est une structure assez jeune, même très jeune dans les équipes. Et puis, on cherche également encore un petit peu notre modèle. Mais c'est vrai qu'on a notre activité de conseil qui prend de plus en plus de place. Et donc, oui, on peut considérer qu'on est aussi un cabinet de conseil. Pierre, une petite question. Plus précisément. Oui, vas-y. Oui, en même temps que je t'écoute, tu as évoqué le fait que tu étais déjà dans une structure. Est-ce qu'il y a un site web pour que je puisse regarder en même temps que je t'écoute? Oui, bien sûr. Si tu peux juste me le dire. Je pense que c'est ça. Mais dans le chat. Voilà, c'est ça en principe. On est une structure on est une trentaine de personnes maintenant chez Circulaire, donc ça marche plutôt pas mal. Oui. Voilà, donc c'est vrai que les deux fondateurs sont assez ambitieux. Ils n'hésitent pas à essayer d'aller chercher des gros contrats auprès de grandes entreprises, etc. Donc ça permet de faire tourner la boîte et je pense que le secteur est assez porteur. Autant en 2015-2016, quand ils se sont lancés sur cette thématique, donc faire un tour du monde sur l'économie circulaire, bon, c'était un peu un pari. J'ai perdu le son. Non, moi j'entends encore. Ouais. J'entends pas. C'est toi. Ok. Ça revienne. C'est bon pour toi? Est-ce que tu nous entends? Oui. C'était moi la seule qui n'écoutait pas? Je pense, oui. Je crois que c'est quand je me suis connectée à la... Bon. Site internet, peut-être. Oui, bon, c'est pas grave, je le verrai plus tard. Mais oui, juste pour dire que sur l'économie circulaire, c'est un concept qui était assez naissant, assez récent. Donc, comme je l'ai dit au départ, quand les deux fondateurs, Jules et Raphaël, ont lancé ça, l'économie circulaire, ça aurait pu être l'un de ces concepts un peu à la mode, mais qui passe. Et finalement, ça a vraiment été intégré à la fois aux politiques publiques. Maintenant, il y a toutes les collectivités la répartition des compétences a été faite. Donc, il y a les régions qui sont en charge de la planification, les collectivités locales, les EPCI en charge de la mise en œuvre opérationnelle. Et puis, les grandes entreprises aussi se sont saisies de ce concept-là, y compris maintenant un peu dans leur communication grand public. On entend de plus en plus dans les spots radio ou à la télé ou quoi, le fait que les produits sont 100% recyclables ou donner une seconde vie à vos téléphones ou à votre électroménager. Enfin bref, chacun prend un peu le sujet un peu par son prisme, mais en tout cas, c'est une thématique qui prend pas mal d'ampleur. Je m'arrête là, parce que sinon
Sinon, on va raconter la suite. J'ai vu effectivement ce domaine de compétences nouvellement dans les cahiers de charges des marchés publics auxquels je réponds le plus souvent. Et j'étais très contente de voir que finalement c'était intégré comme une obligation. Alors vraisemblablement, vous devez être très peu nombreux sur le marché parce que ça fait partie des domaines sur lesquels l'exclusivité n'est pas obligatoire, ce qui permet qu'un même groupe puisse être, pas un groupe, une même boîte, une seule boîte puisse être accompagne plusieurs groupes, si tu veux. Oui, complètement. Ouais. Mais pour être très honnête, la première réunion que j'ai eue dans le cadre d'un groupement, bien sûr, on discute autrement et plus discrètement, mais je voulais encourager, je me retrouvais plutôt à encourager la personne qui assurait l'économie circulaire. Mais pour lui demander un petit peu, sans être désobligeante, mais qu'est-ce qu'elle apporterait? Et je n'ai toujours pas vu ce qu'elle allait apporter. Alors peut-être elle n'était pas à l'aise dans ce système de webinaire et autres, mais j'ai suggéré que ce serait très intéressant que ce qu'elle déciderait de pouvoir apporter, je me suis dit que peut-être elle n'avait pas eu le temps de prendre... le temps de lire le cahier de charges qui est énormissime, que ce qu'elle propose, elle le propose non pas seulement pour le bailleur, qui est celui qui passe la commande, mais surtout pour les habitants. Alors je ne sais pas si je suis hors sujet ou pas, mais à mon sens, l'idée de l'économie circulaire, bien sûr, c'est à promouvoir par le bailleur, qui est un peu le maître d'orchestre, mais je pense que c'est une compétence à communiquer aux habitants dans le domaine où je me situe. Alors effectivement, je ne vais pas monopoliser la parole, mais... Non, mais tu vas voir on va pouvoir traiter du sujet au travers du sujet qu'on a traité avec Annabelle et Renaud. Ça mixe à la fois les sujets habitants, les filières de réemploi, de recyclage, les industriels qui s'occupent des emballages et tout. En fait, c'est ça le sujet, c'est que ça intègre l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. C'est là où c'est intéressant d'amener tous ces acteurs autour de la table et où il faut faire de la facilitation, etc. Mais il n'y a pas d'expertise. C'est-à-dire tu vas voir. On va te raconter et comme ça on démarre sur la question. Et après, du coup, on peut illustrer avec ce projet qui, je pense, n'est pas exactement ton champ d'action, mais avec Nicolas et Léna, on pourra te donner un autre exemple où il y avait une option économie circulaire d'un projet avec un bailleur social qui n'a pas encore été activé à ce jour, mais en tout cas, on pourra te dire comment on a répondu de manière complémentaire sur ce qui a été proposé. Juste avant, nous, on voulait dire... Je fais un point avant de continuer, juste pour un peu les règles générales et pour faire le maître du temps. On prend les interventions à la fin, comme ça au moins on déroule et on gagne du temps pour celles et ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de temps en début d'après-midi. Comme ça, après, on prendra les questions à la fin et comme ça, on a toute la présentation. Ça marche. Et au pire, mettez-les au fur et à mesure dans le chat, comme ça, si pendant qu'on parle, on arrive à intégrer. Pour certains, vous nous connaissez, et pour d'autres, c'est une première, enchantée. Donc, nous, on est le collectif créatif des territoires. On est un groupement avec des designers, des consultants, des élus. Mais en fait, on aime bien aussi intégrer nos clients parce que nous faisons collectif avec la maîtrise d'ouvrage et les gens qui font appel à nous, puisque vous allez le voir, on a plusieurs modalités d'intervention, mais au-delà du projet, nous, on aime bien que chaque mission soit modélisante et que tout ce qu'on fait ensemble, derrière, on laisse les outils, les méthodos, les postures et que les projets puissent perdurer sans nous et être menés par les élus, les agents et toutes les personnes qui ont fait appel à nous. Et le but, c'est vraiment de pouvoir impulser avec les parties prenantes du territoire des nouvelles actions, répondre à des défis locaux et d'intérêt généraux pour pouvoir avoir des solutions concrètes qui répondent aux besoins et faire
faire émerger des solutions qui sont préférables à ce que les gens vivent actuellement. Donc nous, le but, c'est vraiment de contribuer à la fabrication des communs, c'est de pouvoir accélérer les transitions, que ce soit avec, alors très souvent avec la méthode du design et avec des prototypes et des expérimentations et ensuite pouvoir faire les plans d'action pour pouvoir déployer. Parfois, on nous demande aussi que ce ne soit pas que des plans d'action, mais aussi d'ancrer ce qui existe déjà pour voir comment ça évolue avec des équipes qui changent, avec un territoire qui bouge et pouvoir s'adapter au fur et à mesure sans faire table rase de ce qui existe déjà et qui se passe bien. Et donc voilà, le but, c'est vraiment de faire ensemble avec les commanditaires, avec les habitants, de pouvoir avoir des actions qui sont portées et autoporteuses, comme des actions qui parfois nécessitent cet écosystème qui se met en action et qu'on embarque ensemble. Donc vraiment, nous, on va sur le territoire et on mène les projets concrets. Et à côté de ça, il y a ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, de pouvoir faire émerger cette communauté apprenante, pouvoir partager ensemble ce qu'on fait, les questions qu'on a et pouvoir enrichir nos réflexions. Et donc voilà, on travaille aussi bien avec des acteurs publics qu'avec des acteurs privés sur des sujets d'innovation, de design de services, d'innovation sociale, de design d'espace, de programmation, etc. Et donc Pierre, je te passe la parole pour parler de ce projet qu'on a, sur lequel tu nous as embarqué. C'était super chouette. Est-ce que tu peux nous raconter quelle était la mission ? Ouais, tout à fait. Merci Annabelle. Alors, la mission, donc là, le maître d'ouvrage ou le commanditaire s'appelle Citeo, donc c'est un éco-organisme. Donc, éco-organisme, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est les structures en France qui sont en charge de collecter les contributions de toutes les entreprises qui mettent sur le marché des biens. Donc là, typiquement pour Citeo, c'est toutes les entreprises qui mettent sur le marché des emballages. Donc ces entreprises doivent contribuer dans un pot commun qui ensuite est redistribué aux collectivités locales, notamment pour mettre en place ces systèmes de collecte et de tri des déchets. Et donc là, Citeo a des objectifs, donc c'est une entreprise au droit privé, mais qui a un agrément de l'État, avec des objectifs de collecte des déchets ménagers et derrière d'acheminement vers des centres de tri et des filières de recyclage. Et ils avaient une problématique, c'est sur la récupération des cartons. La problématique des cartons, c'est que c'est souvent encombrant. Donc les usagers ne savent pas forcément où les mettre. Ils n'ont pas forcément l'information de savoir où est-ce qu'ils sont censés amener ces cartons. Et mettons qu'on est dans un territoire où les cartons doivent être amenés en déchetterie. Tous ne vont pas faire soit l'effort ou alors n'auront pas la possibilité d'être par exemple, véhiculés pour pouvoir amener les cartons vers les déchetteries. La problématique, c'est que ces tonnages ou ces volumes de cartons augmentent énormément, notamment du fait du e-commerce, de l'expansion du e-commerce. Et donc, on a des collectivités qui se retrouvent avec cette problématique de cartons qui se retrouvent en dépôt sauvage, comme on le voit sur cette photo. Lorsqu'ils sont collectés, la problématique du carton, c'est que c'est léger, c'est beaucoup d'air finalement. Et donc, c'est des déchets qui sont très coûteux à collecter et à transporter. Donc, on fait tourner des camions quasiment à vide en fait, en collectant du carton. D'où l'intérêt de réduire le plus possible la collecte de ces cartons et l'idée qui a été évoquée, c'est de développer des boucles de réemploi pour ces cartons à une échelle locale. Donc ça, c'était la mission, d'essayer d'expérimenter des solutions qui permettent de réduire les quantités de cartons collectés par les collectivités, notamment au travers du réemploi. Et donc pour ça, on a été sur 2 territoires qui sont en région Auvergne-Rhône-Alpes, donc à Grenoble, la métropole de Grenoble, donc territoire plutôt urbain, et puis un territoire plus rural, donc un syndicat de traitement des déchets dans l'Ain, donc dans un territoire plus rural. Et donc, ce qu'on a fait concrètement, si on passe à la slide suivante, donc on leur a imaginé... c'est ça. C'était quoi qu'est-ce qu'ils attendaient de vous, Citeo
Et pourquoi Donc si vous Théo avez attendait à la dit- fin, ouais, si Théo à la fin attendait qu'on puisse expérimenter des solutions sur ces différents territoires, donc Grenoble et sur l'autre syndicat dans le département de l'Ain. Donc on a imaginé un programme en plusieurs phases, une phase amont, donc de cadrage, et ensuite une petite phase d'étude et d'analyse. Donc ça, c'est vraiment le rôle du consultant très classique, où on est allé chercher des données, essayer de comprendre quelles sont les problématiques sur place, voilà, essayer de faire le point un petit peu sur cette filière des cartons, en quoi est-ce que le e-commerce bouleverse les quantités de cartons, etc. Quelles sont les solutions actuellement mises en place par les collectivités? Par exemple, certaines collectivités se sont dit, on va mettre des points d'apport volontaire, donc là où on apporte ces déchets, pas en porte-à-porte, mais au coin de la rue, dans des containers. On va mettre un container en plus spécifiquement pour les cartons. Voilà, ça peut être une des solutions, mais on voit que ce n'est pas idéal. Donc voilà, on a fait le point un petit peu sur ce qu'il existait. Et puis ensuite, on est rentré dans la phase de design sprint, qu'on a scindé en 3 phases. Donc là, l'idée, c'était de réunir un certain nombre d'acteurs autour de la table pour imaginer des solutions répondant aux problématiques des collectivités et de leurs usagers. Donc on l'a fait en 3 phases. La première phase de sprint, qu'on a appelée sprint in, on l'a faite en équipe resserrée, uniquement avec les collectivités, Citeo et puis nous en animation. Donc là, l'idée, c'était vraiment de bien comprendre quelles étaient leurs problématiques et quelle était la problématique à soumettre aux participants du sprint solution, donc qui était la deuxième phase. Et là, on a invité différentes parties prenantes sur cette thématique-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme je disais, sur l'économie circulaire, il y a toujours beaucoup de parties prenantes impliquées. Il y a les usagers en fin de chaîne, mais il y a les personnes qui vont venir collecter, en l'occurrence les cartons. Il peut y avoir toutes les sociétés de distribution, donc évidemment les colis ils passent par des transporteurs, etc. Maintenant, tout le monde est familier avec les UPS, les Colissimo, etc. La Poste, évidemment. Il va y avoir les fabricants de carton, tout simplement, les fabricants d'emballage, et puis les Il y avait des distributeurs aussi qui ont des démarches. Ouais, exactement. Il y avait des startups innovantes, des étudiants. Exactement, des startups innovantes, des étudiants. Donc voilà, on a essayé de réunir un peu tout le monde autour de la table. Sur ces sujets d'économie circulaire, c'est toujours le cas, et c'est pour ça que nous, on a été amenés, mais je pourrais y revenir, à se poser la question de... on comprend que pour faire de l'économie circulaire, il faut réunir tout un écosystème. Ce n'est pas chaque entreprise ou chaque territoire dans son coin qui va pouvoir mettre en place une démarche d'économie circulaire, mais du coup, on a été assez rapidement amené à se poser la question de comment est-ce qu'on anime ces temps collectifs entre ces écosystèmes. Bref, je fais une petite digression. Sprint Solutions, on a imaginé des solutions, on les a prototypées, on les a testées, en tout cas les participants l'ont fait. Donc on avait une trentaine de participants réunis en 4 groupes. Et ensuite, Sprint Out, 3e phase de sprint, où là l'équipe projet resserrée s'est retrouvée 10 jours après pour débriefer de ce qu'il était ressorti du Sprint Solutions et planifier les expérimentations. Et là, on est en phase 5 et 6, on est en phase 5 globalement, où du coup les collectivités, la balle est dans leur camp et elles sont ensuite censées expérimenter sur le terrain, et nous on va les accompagner là dans les prochaines semaines, mais plus en coordination, gestion de projet. Donc on a un mix dans ce programme entre une activité un peu de conseil, et puis au milieu quand même le gros de ce programme, comme on l'a vendu en tout cas à notre client, c'était vraiment cette phase de sprint où on leur a promis qu'à la fin il y aurait du concret qui pourrait être expérimenté sur le terrain. Je ne reviens pas sur les 3 phases de sprint, mais globalement, juste pour vous dire, moi, comment je suis arrivé sur cette slide, elle me permet d'expliquer comment est-ce que j'en suis arrivé à imaginer ce programme-là et pourquoi j'ai fait appel à Annabelle et Renaud. Donc, comme je vous l'ai dit, on travaille sur ces sujets d'économie circulaire, on est consultant. Initialement, on faisait beaucoup de conseils en bilatéral, donc on va travailler avec Decathlon, avec Auchan, et on va les prendre séparément, et puis on va regarder leurs activités. On priorise une activité spécifique parmi tout ce que fait Decathlon ou tout ce que fait Auchan, et puis on leur dit, comment est-ce que cette activité-là pourrait être plus circulaire. Donc ça, c'est l'activité de conseil assez classique.
nous, la spécificité, c'est qu'à la fin de l'activité de la prestation de conseil, on n'arrivait pas juste avec un rapport, mais on leur proposait d'être mis en relation avec l'une des structures porteuses de solutions de notre réseau, pour se dire, là, avec nous, vous allez pouvoir passer à l'action. On va vous mettre en relation avec un porteur de solutions qui va apporter une solution innovante. Et puis, on est arrivé sur des sujets plus de territoire. Donc ça, pour faire le lien avec l'activité d'Annabelle et de Renaud sur des territoires, forcément, c'est beaucoup de parties prenantes, c'est multi-acteurs. Et là, il faut rassembler tout ce beau monde. Donc moi, face à ça, je me suis dit, il faut que je me forme. Donc dans un premier temps, je me suis formé aux techniques de facilitation à l'intelligence collective. OK, très bien, on voit un peu quelques éléments pour pouvoir animer des réunions, essayer de organiser une session de brainstorming, d'idéation, etc. Sauf que là, la commande, ça allait un peu plus loin, c'était qu'il en ressorte quand même des prototypes qui puissent être expérimentés sur le terrain. Donc, je ressentais qu'il y avait un besoin de la part de mes clients de faire ça, et du coup, je me suis formé à la méthode du design sprint. Voilà. Et donc, je me suis retrouvé dans une formation avec une dizaine de designers. Moi, je n'étais pas du tout designer, j'étais avec que des UX, etc. Donc des profils que je ne connaissais pas du tout pour cette formation en facilitation de design sprint. Donc ça m'a servi pour mieux comprendre cette méthodologie, pour pouvoir la vendre à mon client. Et puis ensuite, on s'est dit, le design sprint, normalement, je ne sais pas si vous connaissez la méthode, mais c'est en 5 jours d'affilée, la méthode de base en tout cas. Et nous, on l'a splitté du coup en 3, comme je vous l'ai dit juste avant, pour que ça soit un peu plus digeste pour les participants et même juste que ce soit réaliste, quoi. Voilà un petit peu comment je suis arrivé là-dessus. Donc autant je me suis formé. Ouais, pour nous, c'était assez chouette que tu sois formé parce que déjà, on parlait le même langage, tu comprenais les objectifs de ton client, tu ne les avais pas déformés, et puis nous, on s'insérait dans une même logique. Et surtout, au début de notre arrivée dans la mission, il y avait aussi cette volonté pour vous de faire monter en compétence l'équipe, parce que cet atelier, nous, au Sprint Solutions, on était là, mais en fait, vous étiez 4 de circulaire à animer les groupes, et nous, on était là en appui et en répétition générale la veille, de se dire, alors là, telle méthode, si on a plus de temps, qu'est-ce qu'on fait, etc. Qui a aussi permis, parce que vous aviez déjà des connaissances, de pouvoir s'adapter au fur et à mesure que l'atelier se déroulait. Oui, tout à fait, absolument. En fait, pour être tout à fait transparent avec vous et vous expliquer très concrètement comment ça s'est passé, nous, Citeo, on les connaît bien, ça fait un moment qu'on bosse avec eux. Au début, on faisait principalement des journées de sensibilisation où on rassemblait un écosystème et on les inspirait, on leur expliquait ce qu'était l'économie circulaire. Et allez, l'après-midi, on faisait un petit atelier pour essayer de leur montrer, de commencer à les faire réfléchir ensemble. Mais ça n'allait pas plus loin. Et on pressentait que Citeo avait besoin d'aller un cran plus loin et d'expérimenter des choses concrètes sur le terrain. Donc c'est pour ça que je me suis formé à ça, au design sprint. Et une fois que je me suis formé, je me suis dit, bon allez, je suis en capacité à minima de vendre un design sprint, ce que j'ai réussi à faire. Mais pour autant, je n'en avais jamais animé moi-même, je n'avais pas pratiqué. Donc on a vendu ça et évidemment, on s'est dit, problème, en réalité, on n'a pas la pratique de ce type de méthodologie. Et donc, c'est là où je suis allé voir Annabelle pour lui dire, on va avoir besoin d'aide là-dessus parce que sinon, on risque de décevoir. Et donc, effectivement, nous, en tant que structure que je vous ai décrite, qui est une structure principalement composée de consultants, effectivement, on pourrait se poser la question, est-ce que ça, on peut l'internaliser ? Est-ce que nous, chez Circulaire, on pourrait demain faire 100% ce type d'activité ? Pour l'instant, c'est sûr que ce n'était pas le cas, et donc on s'est dit, à minima, sur cette mission-là, il faut qu'on soit accompagné par des designers. Pour revenir sur la manière dont ça s'est passé ces 2 journées-là, ça c'est les 2 journées de Sprint Solutions avec l'ensemble des parties prenantes. Donc on a commencé par une petite phase d'inspiration, ça c'est la première journée.
tout de suite, on leur a proposé d'aller sur le terrain pour faire du micro-trottoir et interviewer des utilisateurs qui sont venus sur place pour se confronter au vécu des utilisateurs sur cette thématique de je reçois mon colis, je l'ouvre, qu'est-ce que je fais de mon carton derrière, etc. et voir quelles étaient leurs attentes là-dessus. De tout ça, on en a tiré une problématique qui réunit à la fois la problématique des collectivités. Donc typiquement, je veux moins de cartons dans mes bacs, ça me coûte trop cher, les gens ils le laissent à côté, voilà. Et puis les problématiques des usagers, dont on avait très peu d'idées, voilà, cette première journée a permis de mieux creuser le point de vue des usagers sur ces thématiques-là. Est-ce qu'ils étaient intéressés par récupérer des cartons? Est-ce qu'ils étaient eux-mêmes vendeurs sur Internet et donc du coup ils ont besoin de cartons pour pouvoir envoyer? Est-ce que voilà, ça où est-ce qu'ils mettaient leur place, je m'en sers pour stocker d'autres choses. Voilà, exactement. Ouais, quels étaient les usages voilà, quels usages ils faisaient de ces cartons qu'ils récupéraient par dizaines pour certains. Voilà, et après une petite phase de benchmark en fin de journée. Et puis la journée 2, assez dense puisque finalement la journée 2, c'était à la fois l'idéation, priorisation des idées, prototypage et puis test où on a fait revenir nos testeurs pour voilà, avoir au moins des premiers retours sur les idées. Donc, voilà un petit peu ce qu'il en est ressorti. Et juste pour revenir sur nous, Circulaire, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Donc oui, on nous voit là en animation, on voit ma collègue Caroline, je suis là aussi. Par contre, alors tout ce qui est... Alors déjà, la méthodologie pour des 2 journées, pour qu'elle soit vraiment au point, on avait besoin quand même d'avoir un regard externe. Et puis, pour pouvoir amener ces groupes-là vers vraiment imaginer des solutions les plus pertinentes qui répondent à la problématique, qui soient... qui rentrent bien dans les cases et les contraintes qu'on avait formulées, et puis que ça puisse prendre forme. Là, on n'était pas du tout armé pour ça. Donc vraiment, toutes ces phases cette phase de prototypage et de test, pour nous, on avait vraiment besoin d'un appui pour ça. Et là, le rôle d'Annabelle et Renaud était vraiment hyper précieux. Mais y compris en amont, encore une fois, sur être sûr que notre déroulé sur les 2 jours, il était pertinent, il était réaliste. Voilà. C'est quand même une grosse responsabilité d'avoir 30 personnes pendant 2 jours. Voilà. Et sachant que la spécificité, c'est que ce n'est pas un seul client. Enfin, on n'avait pas juste une équipe d'un client en face. Là, on avait des personnes qui venaient bénévolement pendant 2 jours et qui avaient un intérêt peut-être indirect sur la problématique, mais ils avaient, voilà, là, ceux qui avaient vraiment un intérêt direct, c'était les collectivités et puis Citeo aussi. Voilà un petit peu pour les 2 jours. Et du coup, qu'est-ce qui était différent dans ce projet-là d'autres projets Ouais. Alors, donc il y a un aspect multi-acteur, très clairement. Donc encore une fois, parfois on fait des missions de conseil en bilatéral où on est face à un client, on leur propose de réfléchir différemment à leur process de production, à leurs produits, etc., les matériaux qu'ils utilisent. Et puis à la fin, il y a un petit côté multi-acteur dans le sens où on fait intervenir un ou plusieurs porteurs de solutions pour leur apporter des solutions. Mais ça reste quand même relativement restreint en termes de typologie de participants en tout cas. Là, on est sur du multi-acteur, on est sur un territoire... voilà, on a des collectivités, on a des entreprises, on a des associations, des étudiants, etc. Tout plein d'usagers différents. Donc ça, c'est une spécificité. Et puis, on leur a proposé de réfléchir à des nouvelles solutions. Dans nos missions classiques, on part de l'existant, on part des solutions qui sont proposées par les porteurs de solutions et on va les proposer à un grand groupe privé ou une collectivité. Évidemment, il va y avoir ensuite une discussion entre le porteur de solution et son futur client potentiel pour adapter leur solution, etc. Mais en tout cas, on part de quelque chose d'existant. Là, potentiellement, il y avait tout à inventer. On pouvait partir dans n'importe quelle direction. Alors, on a quand même fait venir dans les participants des porteurs de solutions sur ces thématiques de carton. Donc, par exemple, on avait une structure qui s'appelle Ipli qui propose des colis réutilisables. Donc, l'idée, c'est de renvoyer le colis, renvoyer l'emballage, pardon. Donc, évidemment, la personne récupère ce qui est à l'intérieur de l'emballage, du colis, quoi, son produit, et puis il peut renvoyer par la poste son colis qu'il aura replié, hop, et on le met dans une boîte aux lettres, et ça repart au distributeur.
pour que que les participants se disent pas on va imaginer cette solution. Ça sert c'est pas que ça sert à rien, c'est qu'il y a déjà un porteur de solution. Ça fait 3 ans qu'ils réfléchissent au sujet. Donc voilà, ça a déjà été traité. Donc, pardon, vas-y. Non, mais pour aider à faire un peu cet état de l'art de qu'est-ce qui existe aujourd'hui et quels sont les trous dans la raquette, quoi. Ouais. Non, j'allais dire, par rapport à ce qu'on s'était dit aussi en débrief de cette mission, c'est que ce qui était hyper chouette, c'est en fait finalement pour ce même type de livrable, des clients, selon leur maturité en design ou en économie circulaire et ou leur objectif, en fait, pour ce même livrable, ils pourraient venir vous chercher aussi bien vous que nous. Mais en fait, ce qui était vraiment différent dans cette, en tout cas pour nous et puis dans ce qu'on s'est dit, c'est que le fait que vous soyez là et que vous portiez la mission, en effet, sur cet écosystème, pour nous, généralement, il y a un enjeu. Est-ce que la collectivité soit celle qui mobilise, parce que derrière, ça se passe sur son territoire, qu'il faut qu'il y ait une certaine pérennité dans le suivi, dans l'expérimentation, etc. Et qu'en fait, là, que vous apportiez les bonnes personnes pour réfléchir, parce que oui, ils ont une solution innovante, mais en fait, ils sont capés pour réfléchir à l'innovation en direct dans un groupe, que les habitants, ils aient été recrutés pour certains, parce que quand on est à Grenoble, des gens qui habitent dans une rurale pas évidente, donc du coup ils ont été recrutés et on est allé aussi dans la rue pour rencontrer les gens qui vivent à Grenoble ou pour certains, pour le coup on en a trouvé qui habitaient plus loin, mais du coup il y avait vraiment cette complémentarité de bien séparer ce dont vous êtes responsable et ce pourquoi vous nous avez missionné, et ça je pense que c'était une des clés pour que ça se passe bien, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment là pour venir au fond un peu du questionnement dans le cadre de ce webinaire, c'est quelle répartition on se donne en fait entre. Je pense qu'il y a une vraie complémentarité, je suis d'accord avec toi. Le problème c'est quelle complémentarité on se donne, jusqu'où est-ce que nous consultants on va. Donc là typiquement dans le cadre de cette mission-là, effectivement tu l'as dit Annabelle, on a facilité. Donc on a amené 4 personnes de circulaire pour faciliter du début à la fin. On aurait pu faire un choix de se dire, nous on fait toute la phase amont et puis au moment des sprints, là on passe la main au designer. Par contre, on peut être là en appui, en expertise sur l'économie circulaire à des moments clés du sprint. Ça aurait pu être une autre option. En tout cas, je te rejoins sur le fait que c'est important à minima que nous, on soit à minima au courant de la méthodologie, qu'on parle quand même un peu le même langage. Je pense que ça, c'est un facteur clé. Après, moi, je me pose la question, en tant que designer, ça ne doit pas être évident de, à chaque fois, arriver sur des nouveaux sujets, sur des nouvelles, des nouvelles typologies d'acteurs. Et forcément, vous êtes obligé d'essayer d'être un minimum au courant y compris pour pouvoir parler le même langage que les participants qui vont venir qui peuvent être des personnes très pointues sur le recyclage du carton, combien ça coûte, les problématiques de collecte de carton. Bon, il faut voilà. Donc je pense qu'il y a nous de notre côté en tant que consultants, on a cheminé un petit peu vers ces thématiques de design. Je dirais que on n'est pas du tout au niveau aujourd'hui pour pouvoir remplacer le rôle du designer, et je pense qu'à terme ce ne serait pas l'idée. Et j'imagine que en tant que designer, l'idée c'est que vous puissiez vous approprier aussi peut-être un nouveau sujet pour vous. Voilà. Peut-être pour aller un peu plus loin aussi sur cette question de responsabilité, parce que je pense que c'est un des points les plus importants avec le langage commun. C'est que aussi dans nos expériences précédentes, avec d'autres cabinets de conseil ou d'autres consultants de manière très classique, c'est que la frontière de responsabilité, elle est souvent très très floue. Et quand est-ce qu'en fait le designer n'est pas consultant? Quand est-ce que le consultant n'est pas designer, ou en tout cas n'a un peu moins de compétences, ou voire pas les compétences pour certaines activités, certains objectifs? Et ça, souvent, c'est un peu compliqué. C'est un travail continu avec les différents partenaires qu'on a. Mais je pense que c'est pour ça qu'on a mis aussi avec la petite astérix sous condition
justement en fait, comment on peut créer une bonne collaboration entre consultants et designers. C'est vraiment, bon, déjà de se comprendre, bien évidemment, avec un langage commun, même s'il n'est pas si évident que ça à avoir, parce qu'on a quand même des cultures assez différentes, on n'a pas fait les mêmes études, etc. Et de l'autre côté, les responsabilités où des fois, il faut mettre son ego de côté, et autant le designer que le consultant, hein, parce que des fois, on a tendance à vouloir, on pense savoir tout faire, et en fait, il y a vraiment une complémentarité, un vrai, comment dire, euh, une vraie qualité à avoir, de savoir où est-ce qu'on est bon et où est-ce qu'on n'est pas très fort, ou en tout cas, on ne peut pas être levier sur certains sujets ou certaines approches. Et peut-être pour compléter, nous le sujet qu'on a, nous, du côté consultant, c'est que c'est très compliqué pour nous d'arriver à la fois en tant que facilitateur et d'avoir la double casquette. On facilite un groupe, on va les aider à réfléchir ensemble et à imaginer des solutions, et l'apport d'expertise. En fait, c'est juste pas possible d'avoir les deux casquettes. Donc là, dans le cadre de cette mission-là, le fait qu'on ait décidé de faciliter, ça nous a empêché, entre guillemets, d'apporter notre expertise. Et donc, ça, c'est un sujet à avoir en tête. Et peut-être pour faire le lien aussi avec la question de Anne qui demande quels outils on a utilisés pour la phase d'idéation. En fait, c'est ça aussi qui a été très chouette dans cet atelier, c'est que du coup, il y avait, enfin comme toujours, il y a ce qui est planifié et ce qu'on sait que chacun apporte. Et il y a quand on est sur le moment et quand on se dit là on a un peu plus de temps et si on se faisait un parcours utilisateur. Et là on sait tous à quoi ça ressemble et c'est parti. Et nous on accompagne ceux qui étaient moins capés que toi et les participants se saisissent de l'outil pour pouvoir identifier les usages. Pareil sur la problématique pour pouvoir aboutir à un parti pris qui intègre bien ce qu'on a appris sur le terrain, etc. Et du coup, pour le lendemain, l'idéation, une fois que les équipes avaient repris leur parti pris, qu'elles étaient OK avec ce qu'elles avaient chacune formulé, pouvoir se dire, en fait, on a fait un brainstorm 6-3-5, donc adapté au nombre, je ne sais plus combien on était par équipe, mais en gros, chaque participant avait devant soi une feuille avec 2 ou 3 post-it pour proposer 2 ou 3 solutions différentes. Et toutes les 3 minutes, la feuille du voisin de gauche passait au voisin de droite. Donc, on rajoutait des post-it pour compléter l'idée de l'autre jusqu'à ce que la feuille ait fait tout le tour du groupe. Donc, c'est-à-dire qu'on avait vraiment des idées co-construites par l'ensemble des participants, par des gens qui avaient des visions du sujet qui étaient vraiment très différentes et très riches, et avec des aspects plus techniques, avec des aspects plus économiques, avec des aspects plus d'usage, etc. Et en fait, suite à ça, alors selon les groupes, il y a eu des votes par gommette, des matrices, etc., pour choisir les solutions. Et en fait, ce qui a été aussi assez fort, je trouve, sur cet atelier, c'est que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine, en fait, les équipes ont convergé vers des solutions qui étaient assez proches, ce qui a dû largement faciliter le sprint out et définir quelles étaient les expérimentations à venir. Mais du coup, les prototypes ont pu être réalisés par par chacune des équipes. Certaines équipes se sont dissociées en disant attendez, on traite 2 aspects différents de la solution et du coup, ça a encore plus autonomisé les groupes et les facilitateurs et voilà. Donc du coup, c'était vraiment aussi pouvoir improviser sans stress, sans que nous, notre client circulaire et donc Pierre, sans qu'ils aient peur et qu'ils se disent mais attendez, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout à coup on fait autrement, etc. Et du coup, il y avait aussi ce langage commun et cette confiance qu'on avait les uns envers les autres qui font que ça marche et que voilà, qu'on sait qu'on y va sans avoir peur, quoi. Ouais, je pense que c'est bien, juste pour compléter, c'est bien d'avoir une trame, une méthodologie quand même cadrée, éprouvée. Donc Design Sprint, ça a quelques années maintenant et ça a été éprouvé. Et nous, en tout cas, ça nous a sans doute sécurisé de savoir que voilà, on part de cette base-là. Mais alors par contre, on est en confiance avec Annabelle, avec Renaud, et sur cette base-là, on prend l'autonomie par rapport à cette méthodologie et on fait évoluer la méthodo en fonction de comment on sent les choses, quoi.
En fait, on aurait presque aimé que vous, Circulaire, vous participiez à ce brainstorm. Parce que du coup, vous étiez dans l'étude en amont et vous aviez, vous saviez énormément de choses sur le sujet. Vous avez analysé le sprint in et donc une super maîtrise des problématiques des collectivités et de votre client CTO. Et derrière, en fait, ce qui est chouette, c'est que du coup, vous n'avez pas participé à l'idéation, mais le recrutement fait que, bien évidemment, l'économie circulaire est au cœur du sujet et dans les esprits des participants. Et derrière, pour l'analyse et ce qui a été poussé, bien évidemment, vous êtes présent, mais du coup, vous auriez pratiquement pu intégrer votre expertise dans l'idéation et en plus. Ouais, carrément. Bah ouais, potentiellement, là, on a décidé d'être en facilitation. Donc, encore une fois, on n'a pas pu, de ce fait-là, apporter notre expertise. Sinon, ça aurait biaisé les choses. Après, est-ce que si on avait été dans les groupes, on aurait potentiellement aussi biaisé? Il y a toujours cette posture d'expert qui est pas évidente, à tenir et qui peut un peu inhiber les autres participants. Mais bon, là, c'est le choix qu'on a fait sur ce projet-là. Jusqu'à maintenant, c'est moi qui lis les questions, mais si vous voulez chacun poser vos questions, Caroline, Est-ce qu'on peut intervenir? Ouais, bien sûr. En fait, c'est très intéressant. En fait, je suis designer, je suis global designer et j'ai travaillé depuis très longtemps dans les workshops. Ça fait à peu près 9 ans que je fais ça. J'ai travaillé dans des grands groupes et en fait, j'ai vécu aux États-Unis et je suis revenu en France et je me rends compte qu'en France, on rencontre ce problème. En fait, je me suis rendu compte en arrivant dans une entreprise française, c'est que je travaillais beaucoup avec les consultants et que les juniors consultants, en général, ils étaient catapultés en tant qu'experts workshop pour gagner les appels d'offres. Et en fait, je vois vraiment l'importance de travailler ensemble. Et ce que je voulais apporter, c'est que, en fait, aujourd'hui, ce que je trouve difficile, c'est d'innover au-delà des évidences. Et en fait, le truc, c'est que, comment dire, en fait, de mon point de vue, après avoir fait vraiment beaucoup de workshops, je me suis rendu compte que c'est important vous-même de faire votre propre workshop avant de le proposer pour identifier les leviers, en fait, les questions leviers, parce qu'en fait, je pense qu'on ne peut pas comprendre, pour trouver des idées vraiment intéressantes, il faut déjà penser la chose pour identifier déjà des fils, en fait, qui sont nécessaires pour les participants. Et en fait, si je parle de ça, c'est parce que personnellement, comme j'ai rencontré tellement ça, j'en ai fini par créer un outil, en fait, pour les consultants, justement, qui sont en entreprise et qui n'ont pas forcément les outils. Et en fait, les méthodes qui sont proposées sur Internet, en fait, elles sont très simples, sauf que c'est pas qu'elles sont basiques, mais c'est qu'elles n'aident pas forcément les gens à trouver des bonnes idées. Et bref, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir le projet. Ouais, j'ai vu que tu avais mis le lien dans ta présentation. Enfin, on n'est pas, du coup, on n'a pas descendu jusqu'à... Je vois Nicolas que tu cherches, mais peut-être que tu es arrivé juste après le... DiaQuest. Et peut-être, j'ai une question pour toi, du coup, Maxime. Pour toi, la clé, ce serait pour pouvoir amener les participants un step plus loin et vraiment aller sur des idées intéressantes, innovantes. C'est une question de méthodo ou il faut que nous, on puisse avoir la bonne question levier, etc. à un moment donné, ou est-ce qu'il faut qu'on anticipe sur le fond du sujet ce qui a déjà été fait, ce qui existe déjà pour ne pas répéter, pour ne pas réinventer la roue, etc. Est-ce qu'il faut qu'on maîtrise le fond du sujet ou est-ce que c'est plus une question de méthodo? Je pense que les méthodes, c'est une question d'affinage. Vous allez découvrir au travers vos différents workshops que vous allez faire que ça marche ou ça marche pas. En fait, c'est surtout ça, on expérimente. Et puis, en fait, c'est surtout aller expérimenter des workshops que vous n'avez pas fait vous-même pour aller comprendre d'autres manières de faire parce que très souvent, on est isolé, on vit nos trucs et on n'a pas vraiment de recul sur ce qu'on fait. Et c'est bien d'ailleurs de ramener des designers au sein de vos workshops pour justement avoir un avis critique sur ce que vous faites. Mais surtout, ce que je me dis, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont manifesteurs, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vous proposer des idées de concepts tellement innovantes que vous allez vous dire, tiens, on va faire une start-up là dès demain et on va mettre de l'argent dedans et que tout le monde voudra mettre l'argent dedans. Et que je pense que quand même, c'est ce genre de profil qui, parce que justement, ils savent le faire, peuvent plus facilement partager... comme ils savent le faire, ils sont aptes à le transmettre en fait. Et je pense que c'est
il faut expérimenter, il faut que vous-même vous mettiez vous-même à créer en fait. Et donc c'est important que toi-même tu fasses partie de la création de ton workshop. Je veux dire que tu dois participer à ton workshop. Et ce que je fais en général, c'est que je prépare beaucoup de ressources à côté que moi-même j'ai déjà prépensées en fait, parce que je pense déjà à des idées. Et je me pose la question, quelle est la question que je peux poser par rapport à l'idée que j'ai trouvée, qui peut amener les gens à trouver des potentiels de créativité sans pour autant les driver et aller exactement dans la direction que j'ai moi-même pensé en fait. Et toi, du coup, concrètement, tu te mets dans le groupe? Je me mets toujours dans le groupe en fait. Tu te mets dans le groupe et tu parles, tu dis nous quoi. Tu dis où est-ce qu'on, enfin tu les autonomises et tu les. En fait, en général, je peux faciliter dans la méthodo. C'est soit je facilite le groupe et en fait, je drive tout le monde et bref, je gère tout ça. Mais en fait, je suis en tant que participant parce que justement, quand tu dois faire un workshop spontanément sans que tu aies pu avoir la réflexion auparavant, c'est intéressant d'avoir un créatif au sein du groupe pour justement... en fait, pour moi, le design, c'est un peu comme les mathématiques, les échecs, etc. C'est une manière de penser, en fait. Et c'est un type d'intelligence, je dirais. Et c'est par les réflexions et les discussions qu'on a au sein d'un groupe que justement on y arrive. Et que, c'est des sujets qui sont passionnants. Hein. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est que Renaud et moi qui étions externes, et du coup, il y a eu entre 4 et 5 groupes de travail au moment du prototypage. C'est là où on est notamment intervenu pour concrétiser les choses sans que l'essence des concepts qui avaient été poussés par les participants se perdent. C'est-à-dire qu'on ne se dise pas la solution c'est A et qu'au final on se retrouve avec la solution c'est A majuscule et on se retrouve avec un A minuscule et on est non, on avait vu les choses en grand mais pourtant ça restait simple, etc. Et c'est là où on les a accompagnés dans la formalisation, dans les outils qui permettaient de représenter leurs idées, etc. Mais par rapport à ce que tu dis sur la créativité, je pense qu'une des forces de la composition des groupes qui ont été faites par Circulaire, c'est que juste en l'occurrence, je ne sais pas si c'est un biais d'entrepreneur, mais j'ai l'impression que les entrepreneurs qui étaient présents dans les groupes, même si, en fait, les collectivités avaient une connaissance du terrain qui était essentielle pour avoir des solutions qui demain seraient opérationnelles, mais les entrepreneurs ou les industriels d'ailleurs qui étaient là et qui avaient une connaissance technique des sujets, mais les entrepreneurs, pour certains, tu parlais d'Anne-Sophie et de Hipli, bien sûr que sa solution, elle est ultra innovante et qu'elle n'était pas là pour plaquer sa solution innovante, mais comme tu le disais, Maxime, pour pouvoir porter des concepts avec l'équipe plus loin que là où il l'aurait emmené seul. Il y avait des distributeurs qui avaient des démarches qu'ils ont dû inventer tout seuls pour générer moins de cartons, pour, il me semble, les récupérer pour pouvoir réenvoyer avec, etc. En fait, aujourd'hui, c'est pas la norme, et pour que ça marche, c'est pas évident, mais ils portent ce projet-là, ils font l'effort d'eux, et donc derrière, il y a en transmettant ça, ils essayent de simplifier la vie et de trouver aussi des leviers pour que leur propre solution et leur propre business soit facilité, mais derrière, cet esprit créatif, pas de designer, mais de créateur, d'inventeur, d'entrepreneur, etc., en fait, il était là, et c'est ça qui était fait, et c'est ça qui fait que ça marche aussi, c'est qu'il y avait vraiment des personnalités qui étaient très différentes autour de la table, avec des étudiants qui n'avaient pas du tout les automatismes de personnes qui sont dans les grands groupes depuis longtemps, il y avait vraiment cette complémentarité qui... Mais si on devrait parler des méthodes en elles-mêmes, je pense que le plus important dans un workshop, c'est de trouver des axes de créativité qui soient pertinents. C'est-à-dire que toi-même, en tant que consultant, tu lis l'axe de créativité, tu t'envoies un peu l'idée globale de l'axe de créativité. Rien qu'en le lisant, tu as des idées qui te viennent. Et si tu n'as pas ça, c'est que les gens n'auront pas beaucoup d'idées, en fait. Et du coup, il faut que chaque chose que tu te fais, chaque chose que tu entreprends dans la préparation de ton atelier, il faut que justement, tu aies presque l'envie de dessiner, quoi. Dessiner et faire des concepts, etc. Ouais. Faut que tu lises toi-même en amont, quoi. Ouais. Mais les axes de créativité, pour moi, c'est la base du design, ouais. Je vois l'heure qui tourne. Juste pour passer, il y a une question de Caroline.
Ouais. qui demande quelle était la temporalité entre les 3 phases d'atelier. Comment avez-vous fait la transition entre ces 3 phases disjointes? Avez-vous travaillé entre vous, entre ces 3 phases d'atelier? Ouais, ok. Donc comme je le disais, donc 3 phases avec les 2 phases en amont, en aval avec l'équipe restreinte, donc uniquement les collectivités et Citeo et nous, du coup en animation, et Annabelle qui était là aussi. Et puis au milieu, donc le sprint solution avec l'ensemble des participants. Donc la temporalité, tu l'as là, donc 3 semaines entre les 2 premiers, entre le premier et celui du milieu, et peut-être 10 jours entre, 2 semaines, ouais. entre sprint solution et sprint out, 2 semaines. Donc ça, c'est la temporalité. La transition entre, bah oui, on a retravaillé les livrables à la fin de chaque sprint. On les a digérés un petit peu, nous, de notre côté, pour pouvoir en faire une synthèse qui était ensuite donnée comme donnée d'entrante du sprint suivant. Ça, c'était le travail principal qu'on a fait. Et entre nous, est-ce qu'on a réorienté un peu les choses en termes de méthode? Je me souviens plus trop, Annabelle. En fait, ce qui s'est passé en amont du sprint in, c'est qu'on a mis en commun des outils, on a échangé sur les agendas des différents sprints. À l'issue du sprint in, on a partagé nos notes, nos impressions, etc. Et pareil, on se disait dans ce qu'on voudrait transmettre en amont aux participants, qu'est-ce qu'on ferait, nous de quoi on a besoin, enfin un peu ce que tu disais Maxime, mais aussi bien sur les pistes. On avait des pistes qui étaient parfois rien à voir avec ce qui est sorti de l'atelier et c'était très chouette de se laisser guider ailleurs. Et en même temps, sur se dire, une carte des parties prenantes, ça serait chouette que tout le monde ait conscience de l'écosystème, sachant qu'au sprint in, les participants avaient déjà fait émerger des éléments. Pareil, après le sprint solution, se dire, les solutions sont là et ça coule de source de se dire quelles seraient les expérimentations, mais du coup, pouvoir à nouveau, pour nous, nourrir circulaire de ce qu'on avait observé, mais c'est eux qui avaient le lead. Nous, on était là juste pour aider à préparer et pour partager ce que nous, on avait appris. Nicolas, j'ai pas compris ce que tu disais. Les inspirations, comme c'était évoqué tout à l'heure, ça voulait dire quoi? C'est Pierre qui en a parlé pour circulaire, qui je pense, il y a un côté ce qu'a fait circulaire au tout début, d'aller autour du monde, voir ce qui se faisait. Ça montre que dans des espaces culturels très différents, sur des territoires très différents, des gens, parce que tous ceux qui sont allés voir circulaire, c'est des gens qui faisaient des trucs vraiment à part et qui souvent cassaient les codes de ce qu'était l'économie circulaire. Et je trouve que pouvoir mettre ça à un moment dans le processus, que ce soit plusieurs fois dans l'atelier ou une fois pour bien faire comprendre, le benchmark, il sert aussi l'inspiration à faire ça et à se décaler un peu pour dire, parce que si on va chercher des choses très en rupture, ça aide à ça et ça montre que, regardez, ce sujet-là était abordé de manière complètement différente. Je pense que ça peut aussi aider parfois des participants à se lâcher, pas à se mettre une contrainte supplémentaire dans l'idéation. Voilà. Ouais, c'est une super idée. C'est ce qu'on fait systématiquement vraiment sur ces sujets-là. L'idée, c'est de montrer qu'on peut faire les choses différemment. Et la meilleure manière de faire ça, c'est de montrer effectivement que ça existe déjà. En fait, il y a déjà des personnes qui proposent des manières de faire différentes qui permettent de faire les choses de façon plus circulaire. Donc ça marche très bien. Après, le tout petit risque là-dessus, c'est que les participants essayent de calquer une solution qui a été du coup qui a marché ailleurs. Donc bien leur dire qu'effectivement ça marche dans un contexte culturel précis ou dans un contexte social, etc. Et à adapter localement, quoi. Ouais, donc comme disait Maxime, même les inspirations, c'est de la méthode. Ouais. La manière de les utiliser en fait. Ouais, il faut bien les placer au bon moment et les amener d'une certaine façon pour pas que ça soit inhibant non plus. Ouais. Moi j'avais une question, j'essaye de m'adapter à cet angle qui sort de ce que j'entends habituellement. Je voulais savoir si dans la boîte de circulaire, il y avait par exemple des spécialistes dans le conseil dans le cadre d'une rénovation de bâtiment. Je ne pense pas qu'on puisse intervenir en improvisant ou n'ayant pas des compétences
technique sur la question du bâti, tu vois. Donc, est-ce que au sein de la structure, il y a comme ça des rayons, le pôle papier, le pôle collectivité, le pôle construction? Parce que tout à l'heure, j'évoquais mon doute par rapport à l'expertise que tu à l'apport de cette structure qui se joint au groupement. Mais j'en doute pas que je vais le découvrir en cours de route. Je pense pas que ce soit quelque chose d'improvisé, mais de mon côté, j'ai beaucoup d'idées sur ce qu'il faut faire. Après, je n'ai pas la technique pour le faire et ça ne me regarde pas, mais il y a une quantité de matériel incroyable d'un point de vue de la construction qui va être extirpé pour réintégrer du nouveau. Et avec ce vieux, au lieu de le broyer, il y a plein de choses à faire. Voilà, donc c'était ça ma question. Non, je vois bien ta question et je pense que notre première expertise, c'est justement d'amener nos clients ou nos partenaires à réfléchir différemment et à se dire on peut faire les choses différemment. C'est leur poser les bonnes questions déjà et déjà leur montrer l'impasse dans laquelle si on continue comme ça à juste prendre des matières vierges. Mais je pense qu'eux, ils le savent, sauf qu'ils ne savent pas comment faire. Ils attendent. Alors, il y en a qui sont pas encore tout à fait au courant, mais oui. Non, mais s'ils le demandent dans le cahier de charge, c'est qu'ils ne savent pas comment le faire, mais ils savent qu'il faut cette compétence-là. Et c'est pour ça que je demandais si dans la boîte, dans l'équipe, il y avait un expert de la question. Parce que si à un client, tu lui dis, écoutez, un peu ce que moi je viens de faire, j'ai plein d'idées, je ne sais pas comment les amener. Non, écoute, on n'a pas d'expertise technique, on a peu de profils ingénieurs, par exemple, dans la boîte, même si on est en train de recruter un petit peu de ce côté-là. Mais je dirais que on est une boîte jeune et qu'on se forme au fur et à mesure des missions, en fait, et qu'on apprend au fur et à mesure qu'est-ce que l'économie circulaire, ça veut dire dans le BTP, par exemple. Et au début, les premières missions étaient assez généralistes. Et notre expertise n'était pas hyper pointue. Et puis au fur et à mesure des missions, on s'informe de plus en plus sur le sujet. Et en tout cas, peut-être notre principale valeur ajoutée, ça va être de bien comprendre quelles sont les opportunités pour les clients en termes d'économie circulaire et ensuite mettre en lien avec les bonnes structures qui, elles, sont spécialisées. Tu vas avoir un porteur de solutions dans le réemploi des matériaux de construction, par exemple. Et là, on a 5-6 exemples en tête que nous, on connaît, qu'on a référencés, et on va les mettre en lien avec ce que j'entends, c'est que donc, au sein de l'équipe Bayer, il faudrait qu'il y ait un responsable circuit circulaire pour que lui... Non? Pas forcément, ils peuvent externaliser, et du coup, c'est nous qui faisons ce rôle-là. Ah oui, d'accord. En tout cas, le temps de la mission. Mais c'est vrai qu'une fois que notre mission est terminée, il faut que ça continue. Donc, c'est mieux s'ils ont une personne en interne aussi qui peut reprendre le sujet. Ça, c'est une autre histoire. Et effectivement, ça, je pense que ça va tarder dans toutes les organisations. Je pense que ça va leur revenir moins cher de compter sur des structures comme la vôtre, mais qui savent déjà chez qui aller sonner